Tu as entendu cette belle voix qui nous dit Ok. Donc, bon, je te laisse. Bon d'accord, courage. allez, Bye. bye salamé. Tov. Bonjour à tout le monde. Nous allons donc commencer. Je vais ouvrir le diaporama, si vous permettez. Le diaporama qui est. Où est ce diaporama? Ça, il faut le trouver. Parce qu'il y a plein de choses d'ouvertes. C'est où? Pourquoi je ne le vois pas? Ça, je ne comprends pas. Je vais l'ouvrir et peut-être pas ouvrir en une seconde. J'ouvre le diaporama. Voilà. Le diaporama est en train de s'ouvrir. Bon, alors, je reviens sur le Zoom. J'ouvre. Voilà. D'accord. Maintenant, théoriquement, vous voyez le diaporama? Ouais. Oui, Bon, très bien. Alors, nous y sommes. Nous continuons donc notre investigation qui va être encore très longue, hein, parce que on est loin d'avoir atteint tous les sommets de cette investigation. On verra ce que dit Jung, on verra ce que dit Sabina Spielrein, on verra aussi ce que dit Browning sur ça. La prochaine fois que nous nous verrons, ça sera après Pessah. Ça sera après Pessah, ça sera le jour de Yom HaShoah, et je peux tout de suite vous dire quand même, je vous le dis tout de suite, ça sera le 6 mai, Yom HaShoah, et j'ai choisi de parler ce jour-là d'un thème ben, son anniversaire, c'est Yom de, de Browning, parce que Browning euh, est un spécialiste de la Shoah, et il a beaucoup parlé de comment dire, des gens, des Allemands pendant l'Holocauste et du point de vue humain. Et c'est ça que nous verrons, et ça nous permet de comprendre pourquoi l'homme tue l'homme. Ça nous permettra peut-être de comprendre un peu plus. Bien. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à deux sommités. D'un côté, Albert Einstein. Tout le monde connaît Einstein. On n'a pas besoin de le présenter. C'était un physicien, un théoricien de la physique. Le papa, le père de la relativité. C'est un homme que nous définirions comme apatride par idéologie, bien qu'il ait été suisse, il ait été américain, il a été allemand. Il a reçu le prix Nobel de physique en 1921. Et ce qui le définit spécifiquement, c'est ses opinions pacifistes, parce que vous savez qu'à la suite de ses découvertes sur l'atome, il a été un des précurseurs, finalement, sans le vouloir, de la bombe atomique. Hein. Il s'en est beaucoup voulu. Donc, Einstein a, a écrit à Freud sur la guerre. Einstein et Freud se sont rencontrés en 1926. Freud est à Berlin, il est en vacances chez son fils, c'est Noël, et il a rencontré là-bas Einstein, qui était aussi à Berlin à l'époque. Et alors, Freud a noté la chose suivante sur Einstein: il est gai, sûr de lui et agréable. Il s'y connaît autant en psychologie que moi en physique. Comme Freud ne connaissait rien du tout en physique, eh ben, Einstein ne connaissait rien en psychologie.
Alors, il n'y connaît autant en psychologie que moi en physique. Aussi, eûmes-nous une conversation très plaisante. Ils ne pouvaient pas s'opposer l'un à l'autre, puisque chacun était dans des domaines différents. Mais en réalité, c'est plus complexe que ça parce que Einstein méprise, enfin, à une certaine époque, il a méprisé la psychanalyse. Et Einstein et Freud a écrit là-dessus. Il écrit à Einstein, j'ai toujours su que vous ne m'admirez que par politesse, mais que vous ne croyez que bien peu à toutes mes assertions. Il sort alors le sempiternel argument, on me traite comme on a traité Galilée et Darwin en ces termes. Je me suis souvent demandé ce qu'on peut réellement y admirer dans mes assertions si elles sont erronées, c'est-à-dire si elles ne contiennent pas une grande part de vérité. Ne pensez-vous pas d'ailleurs que j'aurais été beaucoup mieux traité si mes théories avaient contenu un plus grand pourcentage d'erreurs et d'absurdités? Si j'avais dit des bêtises, dit Freud, on m'aurait beaucoup critiqué. On m'aurait, moins critiqué. Mais comme j'ai dit beaucoup de vérité, alors on m'a beaucoup critiqué. En réalité, Einstein a adhéré à une partie des théories freudiennes. Hein. Il n'était pas freudien, bien entendu, mais il a adhéré. Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux puissances se sont rencontrées dans un échange, comment on dit ça en français, par écrit, on est comment Épistolaire. Épistolaire, merci, c'était le mot que je cherchais. Dans un échange épistolaire en 1932, où Albert Einstein écrit à Sigmund Freud une lettre, et il commence comme ça, mon cher monsieur et cher ami, existe-t-il un moyen d'affranchir les hommes de la menace de la guerre? Alors, quand il écrit ça, Einstein, il a deux perspectives. La première, c'est la Première Guerre mondiale, et la deuxième, c'est la menace d'une guerre mondiale qui pourrait se reproduire dans le monde. Et alors, il pose la question, existe-t-il un moyen d'affranchir les hommes de la menace de la guerre? Et il va développer son thème. Il va développer son thème et il dit comme ça. Ce sont des morceaux hein, de ce courrier que j'ai pris. Ce n'est pas tout le courrier. Il dit comme ça, un tribunal est une institution humaine qui pourra se montrer dans ses décisions d'autant plus accessible aux sollicitations extra-juridiques qu'elle disposera de moins de force pour la mise en vigueur de ses verdicts. Alors, c'est une phrase un peu compliquée. Hein. Un tribunal est une institution humaine, c'est-à-dire qu'un tribunal, la justice finalement, est une institution qui a été créée par les hommes et qui pourra se montrer dans ses décisions d'autant plus accessible aux sollicitations extra-juridiques qu'elle disposera de moins de force pour la mise en vigueur de ses verdicts. C'est-à-dire qu'il y a là un antagonisme entre deux choses. Le verdict n'est pas forcément en proportion, en rapport avec le droit. On pourra faire pression sur elle. Ah, Pardon? Quelqu'un parlait? Non, excuse-moi, j'explique. Je n'ai pas vu que j'étais en micro ouvert là. Ah, d'accord. Il est un fait avec lequel il faut compter. Droit et force sont inséparablement liés. Et les verdicts d'un organe juridique se rapprochent de l'idéal de justice de la communauté au nom et dans l'intérêt de laquelle le droit est prononcé, dans la mesure même où cette communauté peut réunir les forces nécessaires pour faire respecter son idéal de justice. Alors, je voudrais juste dire quelque chose. Ces phrases sont compliquées et ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'on a affaire à des gens qui écrivent en allemand. Et la langue allemande n'est pas une langue qui est une langue à phrases rallongées. Hein. Donc, il nous dit,
il est un fait avec lequel il faut compter. Droit et force sont inséparablement liés. C'est-à-dire que la justice a besoin de force. Et les verdicts d'un organe juridique se rapprochent de l'idéal de justice de la communauté parce que la communauté émet des lois et les verdicts du tribunal qui va donner ces lois, il est dans le cadre de la communauté. Au nom et dans l'intérêt de laquelle le droit est prononcé. Le droit qui a été créé dans la communauté est lié à cette communauté et il est toujours fondamentalement lié aux intérêts de la communauté. Dans la mesure même où cette communauté peut réunir les forces nécessaires pour faire respecter son idéal de justice. Et alors, pour faire respecter la justice, il faut la force. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, je trouve que vous avez fait un glissement sémantique entre le droit et la justice qui m'a fait sursauter. Qui c'est qui parle? Qui c'est qui parle? Parce que je ne vois pas qui c'est qui parle. Je ne sais pas. J'ai pas ma caméra, je vais vous la mettre. Ah, d'accord. Voilà, bon, peu importe. Ce que je voulais vous dire, c'est que, voilà, peut-être que vous allez voir ma caméra maintenant. Voilà. Je trouve que ça n'a rien à voir. Le droit n'apporte pas la justice, on le sait. Il y a des institutions qui donnent le droit, des cours suprêmes, je ne vais pas nécessairement citer celle d'Israël parce qu'elle est risible, mais il y a des cours suprêmes qui ne défendent pas les intérêts de la communauté, puisque la communauté, dans sa large majorité, est opposée aux décisions qu'elle prend, et elle donne, mais elle donne le droit. Donc le droit, c'est une chose, c'est la conformité aux textes de loi qui sont applicables, mais ça n'apporte ni la justice, ni le soutien. Les paradis fiscaux pour les entreprises, c'est tout à fait légal de ne pas payer d'impôts, et pourtant, c'est complètement injuste. Pourquoi un petit charcutier ou un petit boulanger va devoir payer des impôts alors que Total n'en paye pas? Tout simplement parce que le droit le permet. C'est une profonde injustice. Il y a des millions de situations où le droit, c'est l'application de textes, mais ça n'a rien à voir avec la justice. Alors c'est vrai que l'un comme l'autre ont besoin d'une force pour être appliqués, parce que sinon personne ne respecte. Mais je ne comprends pas pourquoi vous passez du droit à la justice. Non, ce n'est pas moi qui passe, c'est Einstein. Hein? Eh ben, il te trompe. Ou alors il est très naïf. On sait très bien que en France, on a un ministère de la justice, mais vous croyez que les décisions de justice, entre guillemets, sont justes? Tout le monde sait bien que ce n'est pas vrai. Alors là, là, vous abordez un problème beaucoup plus vaste que celui dans lequel on est. Oui, qui veut pas? Laurent, vous voulez parler? Oui, réagir à ça, c'est-à-dire que là, on parle entre ce qui existe en pratique et ce qui existe en théorie ou en utopie, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que le droit, au départ, est fomenté par des lois. Les lois sont faites effectivement pour se rapprocher de la justice et elles sont liées à les majorités qui forment ces cours on va dire ces instances qui énoncent ces lois, mais pour autant, l'idéal, c'est quand même que la loi soit juste. Personne n'émet une loi en disant « Ah, mais c'est une loi qui est injuste ». Ensuite, qui est injuste parce qu'on se confronte au pragmatisme et à la réalité, c'est une chose. Là, on parle de théorie. En théorie, le droit est fait pour émettre... Enfin, le droit sort des lois, les lois sortent d'une volonté de justice et la force permet au droit de fonctionner. On est sur des choses théoriques. Bien plus la société va être, on va dire, avancée et évoluer, plus on sera là-dedans, plus on se retrouvera face à des autocraties, etc. Des choses de plus en plus injustes, et moins ça sera ça. Mais en tout cas, non, je vous rejoins sur l'idée de l'idéal théorique. On peut toujours rêver. Le communisme, c'est magnifique aussi sur le papier. Maintenant, on est en train de parler de guerre, donc de réalité physique auquel on est confronté. Et je parle pas, moi, je parle des démocraties. En France, c'est une grande démocratie, la France. On sait très bien que les législateurs, les députés votent des lois, peut-être avec une grande naïveté, mais quand ils prennent conscience que leurs lois sont complètement injustes, est-ce que vous croyez qu'ils viennent les abolir, qu'ils viennent les corriger? Ils ne les corrigent pas du tout. Tout le monde sait très bien que c'est injuste, mais c'est comme ça. C'est ce qu'on appelle la dialectique, c'est-à-dire que globalement, la prochaine législature va corriger
qui a été, on va dire, fait idéalement et qui était naïf, et c'est comme ça que ça évolue. C'est-à-dire Ça n'évolue pas du tout. Vous savez très bien que ça fait des dizaines d'années que c'est comme ça et ça n'évolue pas. Mais non, mais c'est Les pas au lois même qui moment. protègent les trusts et les grandes sociétés multinationales, ça existe depuis des décennies et des décennies. Il n'y a jamais eu ni un gouvernement, ni un ministre, ni un député de l'extrême droite à l'extrême gauche qui dit basta, ça suffit. C'est pas normal qu'on fasse payer des salariés des impôts alors que le total n'est pas Je crois égal. qu'on est un peu en dehors du débat là, parce que le but de Einstein est c'est de poser une question finalement à Freud, pourquoi il y a la guerre? Et alors, comme disons introduction, c'est pas l'introduction, mais c'est pas grave, ça fait partie d'une introduction. Einstein dit, il y a des lois. Les lois sont faites pour qu'il n'y ait pas la guerre. Les lois sont faites pour qu'il n'y ait pas de la loi de la jungle. Et les lois sont en fonction de la communauté. C'est la communauté qui crée ces lois pour éviter qu'il y ait des guerres constantes entre les gens. Donc, il y a des lois. Ces lois sont appliquées, qu'elles soient bonnes, qu'elles ne soient pas bonnes, elles sont ce qu'elles sont, les lois. On sait très bien que la loi, elle est subjective. D'ailleurs, on voit forcément en fonction de chaque pays, de chaque civilisation, que les lois changent. Elles ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Si vous êtes dans un pays arabe qui applique la charia, vous avez un type de loi. Si vous êtes en Occident où on pratique des lois qui ont des origines chrétiennes et laïques à la fois, c'est un autre type de loi, etc. Et en Israël, c'est encore un autre type de loi. Donc, on a des lois qui sont fonction de communauté. Et pour faire respecter ces lois, nous dit Einstein, il faut la force. Et on sent bien qu'il y a déjà quelque chose là qui ne colle pas. Parce que si la loi qui est faite pour faire respecter la vie et pour empêcher la guerre nécessite la force, ça nous crée déjà un problème. C'est ça que dit Einstein finalement, là. Donc il faut rester bien dans le cadre de ce qu'on dit et pas essayer d'extrapoler, parce qu'on peut extrapoler sur ce texte, il offre une extrapolation évidente, mais je crois qu'il faut rester dans la ligne de Einstein, d'ailleurs, qui va revenir sur ce qu'il a dit en le transformant un petit peu, hein, et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Regardez. L'appétit de pouvoir que manifeste la classe régnante d'un État contrecarre une limitation de ses droits de souveraineté. Vous voyez? Alors, il vous rejoint dans votre débat. Il est d'accord avec vous, c'est bien évident. Cet appétit politique de puissance ou de volonté économique, hein, de puissance, pas forcément de puissance dirigeante, mais même économique, trouve souvent un aliment dans les prétentions d'une autre catégorie dont l'effort économique se manifeste de façon toute matérielle. Je songe particulièrement ici à ce groupe que l'on trouve au sein de chaque peuple et qui, peu nombreux mais décidés, peu soucieux des expériences et des facteurs sociaux, se compose d'individus pour qui la guerre, la fabrication et le trafic des armes ne représentent rien d'autre qu'une occasion de retirer des avantages particuliers, d'élargir le champ de leur pouvoir personnel. Et ça, je crois que c'est la naïveté qui pouvait a priori s'exprimer à partir de la première partie du texte que j'ai lu. Elle disparaît totalement ici. Parce que qu'est-ce qu'il dit? Il dit finalement, il y a des gens qui ont des intérêts à faire la guerre. Quand on fait la guerre, on crée des armes. Quand on crée des armes, on vend des armes. Quand on vend des armes, ça développe encore ces technologies, etc., etc. Et il sait très bien de quoi il parle, parce qu'il est conscient, à son époque, qu'on cherche déjà à faire des armes. Il n'y a pas encore d'armes nucléaires à l'époque, mais on cherche déjà. On cherche à faire des armes extrêmement puissantes, beaucoup plus puissantes que celles que la guerre de 14 a connues. Donc, notre ami Einstein
se rend très bien compte qu'il y a des gens qui ont un intérêt, ils s'en foutent que les gens meurent. Ce qu'ils veulent, c'est vendre leurs armes, c'est leur technologie, élargir le champ de leur pouvoir personnel par ce moyen-là. Je crois que là, toute la naïveté, elle tombe. Hein. Vous êtes d'accord? Oui, bon. Oui. D'accord, on est d'accord. Okay. Donc, on a ici quelque chose qui, pour Einstein, va être peut-être une des causes de la guerre. C'est que c'est la puissance, le pouvoir de l'argent. Et il continue. Comment est-il possible que la masse, par les moyens que nous avons indiqués, se laisse enflammer jusqu'à la folie et au sacrifice? Je ne vois pas d'autre réponse que celle-ci. L'homme a en lui un besoin de haine et de destruction. En temps ordinaire, cette disposition existe à l'état latent et ne se manifeste qu'en période anormale, mais elle peut être éveillée avec une certaine facilité et dégénérer en psychose collective. C'est là, me semble-t-il, que réside le problème essentiel et le plus secret de cet ensemble de facteurs. Là est le point sur lequel seul le grand connaisseur des instincts humains peut apporter la lumière. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? Ce qui dit quelque chose de fondamental, là. Vous vous rappelez, la Première Guerre mondiale, comment les soldats partent au combat, la der des der, ils sont heureux. Ils sont heureux, ça va durer 3 jours, ça va durer 4 jours. Et la fleur au fusil, la fleur au fusil, on dit. La fleur au fusil, oui, exactement. Ils sont heureux. Oui, Claire. Oui, il y a aussi une dimension qui est très importante et qui peut-être illustre ce que vous êtes en train de dire, à savoir que, par exemple, dans la certification des entreprises, il y a des statistiques qui montrent que un client insatisfait arrive à en convaincre 3 et un client satisfait n'arrive à en convaincre qu'un seul. Il y a donc une dimension j'allais dire, de jouissance à transmettre le négatif et il est beaucoup plus difficile de transmettre le positif. Et ceci explique donc peut-être cela. Lorsque l'on voit, par exemple, dans les dictatures, sans les nommer, mais par exemple islamistes, comment on arrive à fédérer autant de personnes autour de la haine. Car je pense que la haine est un facteur beaucoup plus facile à manipuler, au contraire de l'amour. Pour l'amour, il faut faire un effort. Pour la haine, il y a une dimension peut-être interne qui fait que la jouissance est immédiate, sans effort. C'est en tout cas ce que j'ai cru comprendre d'un certain nombre de manifestations. Je voudrais même renchérir sur ce que vous dites, parce que je crois que la haine est très facile à définir, alors que l'amour est beaucoup plus compliqué à définir. Qu'est-ce que c'est l'amour? Vous allez voir que vous allez avoir beaucoup de mal à la définir. La haine, c'est facile. La haine, on sait, on sait comment ça va. On parle forcément d'amour, mais simplement faire le bien. Faire le bien, faire oui. le bien. Oui. Alors, en fait, ce que dit Einstein, c'est que c'est inévitable, puisqu'il dit que l'homme a une disposition qui existe à l'état latent. Donc, quoi qu'il arrive, les hommes continueront toujours à faire des guerres à chaque fois qu'une période qu'il appelle anormale, une période de crise, on va dire, survient. Oui. Pour revenir. Non, mais Freud il dit aussi qu'il y a la pulsion de mort, mais il y a la pulsion de vie. Je veux dire, les deux sont à l'état latent. Donc, pourquoi privilégier forcément la pulsion de vie? Parce que dans l'évolution. Négatif. Parce que dans le cerveau, à mon avis, c'est d'origine cérébrale. C'est-à-dire que dans le cerveau, on a 2 voies. On a la voie en fait du bien, de tout ce qui est réconfort, et la voie plutôt du mal avec la punition, etc.
Dans le cerveau, pour l'instinct de survie, il est bien plus important de survivre que on va dire de sauver sa vie une fois en cas de danger, que de recueillir de quoi manger ou de quoi avoir du plaisir, parce que le plaisir, c'est un surplus. Garder sa vie, c'est le principal, c'est l'instinct de survie est le plus important. Et le cerveau retient beaucoup plus facilement tous les traumatismes. Par exemple, un cas de viol, si je prends le cas de viol, c'est quelque chose qui va être inscrit à vie. Dans le cerveau, il y a des traces dans le cerveau qui vont ressortir sans arrêt. Donc le cerveau, pour l'instinct de survie, a tendance à favoriser tout ce qui est souvenir du négatif et activer ces zones, en fait. C'est des zones qui s'activent plus facilement cérébralement que les zones de plaisir, qui sont des zones de surplus, on va dire, qui sont, bon, c'est bien d'avoir du plaisir, du bonheur, mais c'est pas obligatoire. Par contre, de survivre, c'est obligatoire. Je pense que c'est ça qui fait qu'on active plus ces voies facilement que les voies, on va dire, d'amour et de bonheur. Absolument. C'est très intéressant ce que vous venez de dire, mais ce qui est paradoxal, c'est que ce besoin de survie va être l'origine de la guerre, donc de la mort. C'est vrai, Donc, parce qu'il va être manipulé, justement. C'est-à-dire que si l'homme était seul à se battre ou à survivre, on n'en serait pas là. Mais il va être aliéné, il va donner sa propre conscience à d'autres. C'est plus lui qui va c'est plus lui qui va de survivre va entraîner la mort. Paradoxalement, ça va générer le résultat inverse. Oui, mais parce qu'en fait, ça ne dépend plus de lui. Si on vivait, on va dire, au temps où on était seul à vivre, ou des tout petits groupes, on a notre destin en main. On peut décider de fuir, d'attaquer, etc. Là, à partir du moment où on a activé des zones qui vont effectivement provoquer la haine, la guerre, l'instinct de volonté, et même si ça devient problématique, c'est trop tard. On est pris dans l'engrenage de la guerre. On l'a bien vu, par exemple, sur avant-hier, à Jérusalem, quand on était en train d'attendre les drones. C'est-à-dire que tout est trop tard. On n'a plus qu'à prier que ça fonctionne, que quelque chose, une intervention extérieure va nous sortir de là. Mais si, on va dire, si on était seul, je pense qu'on pourrait effectivement agir d'une façon qui peut activer l'agression, et puis se rendre compte que finalement l'agression est plus dangereuse qu'on pensait, et revenir en arrière, reculer. Là, dans un groupe, on ne peut plus. Le groupe a décidé, et c'est le groupe qui va décider ce qui va se passer. Ce qui est très intéressant dans ce texte, c'est que, vous vous rappelez, il a parlé de la force, du droit, etc. Et tout à coup, il passe à un niveau psychologique. Einstein fait de la psychologie. Tout à coup, il va nous dire l'homme a en lui un besoin de haine et de destruction. C'est une phrase fantastique. Hein. On va la retrouver, cette phrase, chez d'autres penseurs, et différemment. Tout à l'heure, vous avez déjà parlé de pulsion de vie, pulsion de mort. Vous avez fait allusion à Freud en disant ça. Mais sans aller jusqu'à Freud, c'est quelque chose qui est extraordinaire. C'est-à-dire que Einstein, bien qu'il n'ait aucune formation psychologique, va nous dire qu'il sent que les hommes ont un besoin de haine et de destruction. S'ils partent avec la fleur au fusil, ce n'est pas pour faire la paix avec les Allemands, mais c'est pour en découdre avec les Allemands. Et les Allemands, quand ils partent au front, c'est la même chose. Ils veulent en découdre, au moins au début, en 14. Parce que croyez-moi qu'en 17 et 18, c'est plus du tout la même chose. Là, ça aurait été intéressant de faire un sondage chez les soldats qui partent au combat en 14 et ce même sondage en 16, 17, 18. On aurait vu des différences fondamentales dans leur perception de cette guerre. Donc, l'homme a un besoin de haine et de destruction. Il faut qu'on ait un ennemi. On cherche l'ennemi. On a toujours besoin d'un ennemi. En temps ordinaire, cette disposition existe à l'état latent, c'est-à-dire c'est latent. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui est activé. C'est quelque chose qui ne se manifeste qu'en période anormale. Et ça, c'est intéressant ce qu'il dit Einstein, c'est très, très intéressant. Les périodes anormales, qu'est-ce qu'elles sont? C'est quand il y a une crise économique, quand il y a une crise politique,
quand il y a une crise religieuse, c'est là que ça va se réveiller dans l'homme. Et ça devient une psychose collective. C'est très, très intéressant parce qu'on n'est pas encore à l'époque du nazisme. Hein. Il n'y a pas de nazisme en Allemagne. Enfin, il y en a, mais il n'est pas au pouvoir. Et il n'y a pas encore de psychose collective. Mais déjà, Einstein perçoit cela. Et ça, c'est extraordinaire. Et donc, il se place sur un plan psychologique. Et il continue. Existe-t-il une possibilité de diriger le développement psychique de l'homme de manière à le rendre mieux armé contre les psychoses de haine et de destruction? Il pose la question à Freud. Et loin de moi la pensée de ne songer ici qu'aux êtres dits incultes. Et là, c'est fondamental ce qu'il va nous dire. J'ai pu éprouver moi-même que c'est bien plutôt la soi-disant intelligence qui se trouve être la proie la plus facile des funestes suggestions collectives, car elle n'a pas coutume de puiser aux sources de l'expérience vécue, et que c'est au contraire par le truchement du papier imprimé qu'elle se laisse le plus aisément et le plus complètement saisir. Un texte extraordinaire. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Qui est l'homme qui est le plus influencé? C'est pas le pecno qui sait à peine lire et écrire. Celui qui est le plus influencé, c'est l'intello, l'intellectuel, qui est influencé par le papier imprimé. C'est quelque chose de complètement paradoxal. Parce que quelle est l'option générale qu'on donne dans le monde occidental? Ah, plus tu appartiens au monde des gens cultivés, moins tu vas avoir de problèmes. Et finalement, il est un véritable prophète, là, par rapport à l'Allemagne. Parce que l'Allemagne nazie, l'Allemagne, c'est le pays de la culture. Les Allemands sont des gens en grande majorité cultivés. Et c'est là que ça va, où on va perdre justement cette humanité pour permettre à la haine et à la destruction d'envahir la société. C'est une vision extraordinaire qu'il a là. Je ne sais pas s'il pensait aux Allemands en disant ça. Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, ça pose le problème. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de diriger le développement psychique de l'homme de manière à le rendre mieux armé contre les psychoses de haine et de destruction? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça, de cette phrase-là? Moi, elle me laisse perplexe. Disons que là encore, il y a un idéal, il y a du pragmatisme. Ça serait l'idéal qu'on puisse inverser. Moi, j'ai pris mon expérience de vétérinaire qui s'occupe de comportement et qui traite des chiens agressifs. Le chien agressif, au départ, le chien qui va être agressif, on va dire génétiquement, ou en tout cas très, très précocement, on va essayer effectivement par l'éducation, de la rééducation, de l'éducation, du dressage, d'inhiber ces problèmes d'agressivité et de remplacer en fait cette agressivité par des comportements sociaux. Et c'est possible, c'est quasiment possible. C'est possible quand l'animal n'est pas trop atteint, quand il n'est pas trop soumis à ses pulsions, justement, et quelquefois, c'est impossible. D'où, par exemple, on ne le fait pas en médecine humaine, mais l'euthanasie. Lorsqu'on est face à un animal qui est dangereux et qui n'est pas rééducable, et donc ça veut bien dire qu'il se rééduque par un travail, on va stopper ce processus. Et chez l'homme, on pourrait dire que c'est un continuum entre tout ce qu'on va avoir comme pulsion, qu'on va pouvoir transformer par l'éducation, avec des limites. Quelquefois, l'éducation ne suffit pas. Quelquefois, les facteurs, soit génétiques, soit économiques, sont trop forts pour empêcher cette rééducation de pulsions agressives en pulsions sociales et complémentaires. Donc oui, c'est possible, mais c'est complexe. En tout cas, c'est la voie à chercher. L'homme est-il rééducable? Dans les pays totalitaires, comme la Chine ou comme l'était l'Union soviétique, on envoyait les gens en rééducation dans des camps.
est-ce que l'homme est rééducable? Là encore, ça va dépendre de la philosophie de la vie qu'on a. C'est-à-dire que si on est plutôt type Platon en disant que si on est mauvais, et point, et on a le mal en nous, on n'est pas rééducable. Si on est plutôt un empiriste tel que Hume ou Hobbes, oui, on peut rééduquer. C'est nos expériences qui vont nous changer. Donc ça va dépendre. Moi, je pense que réellement, c'est un mélange. Ça veut dire que c'est une question de. On ne peut pas dire qu'il est rééducable ou pas rééducable. Ça va dépendre effectivement d'un côté de la façon dont il est atteint et de la façon dont on va essayer de le guérir. Et quelquefois, c'est impossible, quelquefois, c'est possible. Si on prend, par exemple, tous les gens qui ont vécu la Shoah, et là, je ne parle pas de l'agressivité, mais je parle de leur désir de vivre ou de leur capacité à vivre après. Et là, c'est, comment il s'appelle le psychologue là, Boris Cyrulnik, qui parle beaucoup de ça. Ça va dépendre beaucoup des tuteurs de résilience qui on va rencontrer, etc. Certains vont s'en sortir et vont devenir beaucoup plus forts, d'autres vont sombrer. Et en fait, on ne peut pas dire qu'il est rééducable ou pas rééducable, ça va dépendre beaucoup d'un côté de la quantité de problèmes qu'on a et ensuite de la quantité de thérapie, entre guillemets, de capacité à rencontrer les bonnes gens et à faire les bons actes thérapeutiques. Donc pour moi, on ne peut pas être blanc ou noir, tout est possible. Mais avant de parler de rééducation, on peut peut-être parler d'éducation déjà. Essayer d'organiser l'éducation. L'idée que les gens qui sont plus cultivés ont tendance à faire plus de guerre, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Einstein, parce qu'on a vu les analphabètes, les Khmers rouges, qui ne savaient ni lire ni écrire, commettre des génocides. Les Tutsis au Rwanda, et c'était pareil. Les Ukrainiens dans les camps de concentration, ils étaient d'une cruauté sans nom, alors qu'ils savaient tout juste lire et écrire. Les Russes, ce n'est pas des gens ultra cultivés, et pourtant ils sont sans arrêt en guerre. Donc, ce qu'on peut peut-être dire, et là où je rejoindrai Einstein, c'est que la culture n'est pas une protection, contrairement à ce qu'on peut laisser croire que les gens raffinés ne règlent pas leurs problèmes par la violence, ça c'est faux. Mais ils ne sont pas nécessairement pires que les abrutis et que les incultes. Non, ils ne sont pas, mais ils sont en même temps, ils ont la possibilité de théoriser cette haine, de la rendre, d'en faire quelque chose de proche d'une certaine philosophie. Quand on voit les racistes, c'est souvent des idiots, c'est souvent des gens incultes. Oui, mais les gens plus cultivés sont moins racistes. Non, mais la haine ne relève pas nécessairement justement de l'intellect, elle relève de l'affect et de la jouissance. Donc, c'est pour ça qu'il y a une part d'indépendance entre le fait d'être cultivé et le fait d'être un vrai sauvage. Tout à fait d'accord. Oui, d'ailleurs, Einstein parle du besoin de haine. Le besoin, c'est quelque chose, c'est quelque chose de très physique même, finalement. Maintenant, je voudrais dire encore un mot, parce qu'on a parlé là de plusieurs choses. J'ai parlé de moi de rééducation. Et quand je parle de rééducation, dans les camps soviétiques ou chinois, la rééducation, est-elle vraiment rééducation? Non, c'est finalement un lavage de cerveau, et ce n'est pas de l'éducation à ce moment-là, ou alors quelque chose où la personne va se plier à ce qu'on lui a inculqué pour pouvoir s'en sortir. Mais souvent, la personne à l'intérieur d'elle-même, dans ce qu'elle a de plus personnel, parce qu'il y a une partie de nous qui est très difficile à détruire, hein, c'est l'image de l'homme, enfin de l'humain en nous-mêmes, cette humanité. Souvent, elle est difficile à détruire. C'est pas parce qu'on va faire des choses terribles qu'on le voit. Par exemple, j'ai vu un film un jour en Afrique noire où on prenait des petits-enfants et on leur apprenait à tuer leur famille, à tuer leurs parents, etc. Et on nous montre dans ce film que l'enfant qui fait ça garde tout de même une conscience à l'intérieur de lui-même, que sa conscience, elle n'est pas, il va faire ça pour se protéger, pour survivre,
mais il ne va pas faire ça parce qu'il va adhérer à l'idéologie de l'autre. Non, pas du tout. Alors, souvent, on est dans quelque chose de très, très complexe, là. Le développement psychique de l'homme, de manière à le rendre mieux armé contre les psychoses de haine et de destruction. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est impossible? C'est une question qui est là, qui reste un peu en suspens, je crois. Oui, mais c'est intéressant parce que tu parles de peur. Et moi, je pense qu'effectivement, la peur, là, on parle de la rééducation, avec une peur, finalement, se soumettre. La peur participe à ça, et la peur, là aussi, c'est un instinct de survie. On a peur pour sa vie, et donc là, c'est plus de l'aliénation, c'est encore pire, parce que l'aliénation, c'est pas par rapport forcément à la peur. On va plus se rendre compte qu'on est manipulé, comme les gens du Hamas, par exemple, qui, dès le biberon, sont biberonnés à la haine du juif, et ils ne savent pas finalement que c'est venu, qu'on leur a rentré ça avant qu'ils aient une conscience, finalement. Ça, c'est l'aliénation. Et l'autre partie, effectivement, c'est d'obéir aux ordres, sinon c'est nous-mêmes qui subir. Et c'est très difficile d'échapper à ça. On l'a vu, il y a très peu de justes parmi les nations parce qu'il faut arriver à passer cette peur pour pouvoir sauver des gens, par exemple. Et je pense que la peur, on parle d'instinct de jouissance, d'instinct de survie, mais ça fait partie de l'instinct de survie. C'est je préfère finalement tuer que moi-même mourir. Oui, oui, exactement. Et c'est quelque chose qui est... vous avez dit passer la peur. Je ne sais pas si c'est passer la peur ou surmonter la peur. Parce que la peur, elle est là. Elle est toujours là. En Pologne, par exemple, où il était beaucoup plus difficile de sauver des Juifs qu'en Europe occidentale, hein, eh bien, il fallait être drôlement, avoir une force intérieure extraordinaire pour le faire, parce qu'on pouvait être dénoncé par ses enfants, par sa femme, par ses parents, et ça arrivait. Donc, ce n'était pas une chose rare pour sauver d'autres gens, pour sauver des Juifs. Donc, les gens qui ont fait ça en Pologne, par exemple, avaient une force beaucoup plus grande, de caractère beaucoup plus grande que probablement les gens qui l'ont fait en Europe occidentale, dans une grande majorité. Surmonter cette peur, surmonter comment dire, cette situation dans laquelle l'homme perd totalement l'image d'humanité qu'il a en lui. Et est-ce qu'on peut faire en sorte, et c'est une question, je crois, qui est toujours d'actualité, est-ce qu'on peut faire en sorte d'éduquer l'homme pour que des psychoses de haine et de destruction disparaissent? Est-ce que l'homme pourrait ne plus être violent, au moins sur ce plan-là, sur le plan de la haine et de la destruction? C'est une question qui est... Oui, oui, Claude. Ça existe, puisque Freud a parlé aussi de sublimation. Ça veut dire c'est une forme de dépassement de justement tous les problèmes qui peuvent nous tirer vers le bas et essayer de transformer cette énergie négative au départ en quelque chose de positif. Mais ça demande un certain travail. C'est pour ça que, effectivement, on pense toujours que le positif est plus difficile à atteindre que le négatif pur et simple, qui relève plus de l'instinct. Et donc, comme disait le docteur, je ne vois plus son nom, le docteur Kern, l'instinct de survie. Oui. Maintenant, vous parlez de sublimation. Mais la sublimation, qu'est-ce que c'est la sublimation? C'est utiliser une énergie qui théoriquement est négative, qui nous transporterait vers des comportements d'agressivité, enfin, toutes sortes de comportements négatifs, et essayer de se servir de cette énergie pour la transformer en quelque chose de positif. S'en servir pour apprendre, pour faire du bien autour de soi, pour en quelque sorte détourner
tout ce qui est instinctuel et tout ce qui relève du mal vers quelque chose de bon, de bien et d'utile à la société. Oui. C'est le rôle de l'éducation, en fait. C'est Oui, tout à fait. vraiment Tout le à rôle fait, de oui. C'est-à-dire que les enfants ont ces instincts, on les voit très bien en crèche, etc. Et tout le rôle des parents et des éducateurs, c'est de leur apprendre à détourner cette activité en quelque chose de constructif. Mais c'est vrai que c'est possible. Je pense que Einstein, quand il parle de ça, il parle ça en prévention, effectivement. Je pense que c'est pour ça qu'on parle de rééducation ou de thérapie ou de sublimation. C'est déjà que l'homme est déjà soumis à ses instincts et qu'il est donc pas, il n'a pas réussi à passer ça pendant son éducation. Et c'est beaucoup plus difficile après. Oui. Mais, enfin, je crois que enfin, dans les questions qui sont soulevées, notamment par Einstein au départ, c'est qu'il demandait plutôt à Freud est-ce qu'il y aurait une solution globale pour l'ensemble des individus? Parce qu'effectivement, au niveau individuel, il y a peut-être toujours des moyens de corriger des déviances, mais d'un point de vue global, existe-t-il des solutions pour que l'homme n'accède pas si facilement à la guerre? Alors, je crois qu'il y a aussi quelque chose de situationnel là-dedans. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Après la guerre, il y a eu un certain nombre de SS qui ont été se faire soigner par des psychologues. Par exemple, par Fraenkel, Viktor Fraenkel, qui était un juif à Vienne. Il a soigné, on lui a dit, mais comment tu peux soigner des SS? Il a dit, c'est des gens malades. Ce sont des gens malades. Et c'était des gens malades et il les a soignés. Mais pourquoi ils ont été se faire soigner? C'est parce qu'ils ont senti qu'il y avait un problème. Alors qu'avant, pendant la Shoah, il n'y avait pas de problème. Après la Shoah, ils ont eu un problème. Parce que sinon, ils n'auraient pas été en thérapie. Hein. La plupart n'ont pas été en thérapie. Mais il y en a qui ont été en thérapie. Ça veut dire qu'ils ont senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans leur comportement. Il y a donc quelque chose de situationnel. Dans une situation donnée, on est un. Dans une autre situation, on est deux. On n'est pas le même. Ça arrive souvent, cette transformation. Et c'est ce qui permet ou ne permet pas des changements. Souvent, quand il y a un grand traumatisme, il y aura changement. Il y aura une autre attitude. On va regretter. On va dire, ah, pourquoi on a agi comme ça? C'est très courant. Donc, moi, je pense que le situationnel est très important dans ces moments-là. C'est la logothérapie, Frankel. Oui, et le situationnel, on peut dire, c'est aussi l'effet de masse. C'est-à-dire que pendant la guerre, ils étaient dans un groupe, là encore, où on acceptait, où c'était même demandé, et ils se retrouvent dans une situation après où il n'y a plus cet effet de masse et où ce comportement devient déviant. Et effectivement, l'effet de foule, de groupe, participe à tous ces problèmes de haine d'un groupe. Et c'est ce dont il parle finalement. Comment éviter cet effet de masse? Là, je crois que oui, c'est ce dont tu vas parler, Christopher Browning. Là. Il y a un livre, là, Sébastien Hafner, je ne me souviens plus du titre du livre, enfin l'auteur c'était lui, Sébastien Hafner. Il disait bien que c'était la peur de se démarquer des camarades. Il fallait faire comme tout le monde parce que se démarquer, c'était pas bien. Donc ça, c'était un des agents principaux pour lesquels ils acceptaient de se fondre dans la masse et de tuer. Et on montrait bien à quel point c'est très difficile de se détacher du groupe. La pression du groupe est telle qu'ils perdaient leur compte à soi. Et ils faisaient comme tout le monde. Et on le retrouve, par exemple, chez les Arabes, notamment, moi, des amis m'ont parlé au Maroc, bien qu'ils étaient amis vis-à-vis des Juifs, à partir du moment où tout le monde était contre, ils étaient contre. Sinon, ils devenaient eux aussi des parias. Voilà. Mais finalement, ce qu'on est en train de dire maintenant, c'est que c'est uniquement les circonstances sociétales qui font que la haine se développe. Alors les Arabes, ils ont ce gouffre énorme entre leur imaginaire où ils se figurent comme étant un peuple extrêmement important dans l'histoire, avec un avenir incroyable, et ils sont encore en train de rêver du temps de Sulayman le Magnifique et de Mohammed avec ses conquêtes. Mais leur réalité quotidienne, elle est terrifiante.
de nullité, de pauvreté, de bêtises, de non-développement, etc. Et plus ils sont confrontés avec les moyens de communication d'aujourd'hui au quotidien des peuples occidentaux, plus ils se rendent compte du gouffre qui existe entre ceux qui s'imaginent être et ceux qu'ils sont vraiment. Et donc, de là découle ce besoin de guerre. Ils sont toujours en conflit, pas nécessairement par terrorisme, mais l'immense majorité des guerres vont intervenir au moins un pays musulman, voire 2 ou 3. Mais si on dit ça, c'est une réponse négative à la question d'Einstein, parce que lui, il dit, est-ce qu'il y a un moyen de rééduquer? Et là, ce qu'on est en train de dire globalement, il n'y a rien à faire au niveau de la rééducation. La seule chose à faire, c'est de regarder les circonstances. Et quand on est dans une situation critique, alors eux, dans les pays arabes, ils ont toutes les crises morales, économiques, sociales, sexuelles, etc. J'en passe et des meilleurs. Et donc, ils sont enfermés dans une logique d'être toujours en guerre. C'est ce qu'on est en train de dire avec cette idée de situationnel. Oui. Alors, je dirais, moi, j'emploierais le mot systémique, parce qu'il y a quelque chose d'environnemental qui est pas seulement situationnel, qui est aussi lié au groupe, qui est lié à plein de facteurs. Et c'est ça qui fait qu'on agit de telle façon ou de telle façon. Et c'est très important de noter cette notion de systémie ici, de voir tous les facteurs qui peuvent entraîner un certain type de réaction. Et je crois que si on pense comme ça, bien sûr, on s'éloigne d'Einstein un petit peu et de sa problématique, mais en même temps, on apporte quelque chose qui est extrêmement important au débat, c'est de ne pas voir cette problématique uniquement sous un seul aspect. Oui, Gérard. Moi, je suis d'accord avec tout le monde, mais en même temps, je voudrais amener une touche qui fait un petit peu désordre. Je veux dire par là que c'est très relatif tout ce qui se dit, parce que nous, on parle de choses de concepts qui sont inclus dans la culture. Et qu'en même temps, un règlement comme en Allemagne, un ensemble de lois sous les nazis devient dans une démocratie, comme on le vit aujourd'hui en Europe, un comportement déviant, alors qu'avant, ça n'était pas considéré comme déviant, que les valeurs sur lesquelles reposent les règles sociales sont des valeurs relatives. Et dans cette relativité, si on regarde chacun d'entre nous, si on était inséré dans un système, dans un contexte où les gens sont moins forts intellectuellement et moins forts physiquement, est-ce qu'on n'aurait pas tendance à devenir des barbares ou des dictateurs? Et qu'il y a je pense on est régi par la loi des équilibres et que quelque part, on a le penchant mauvais, le penchant positif, le mal et le bien est inclus, est inséparable. Et en même temps, un ne peut pas exister sans l'autre parce que sinon, ça s'appellerait autre chose. Et que la définition, elle s'établit également par son contraire. Et que tout le monde possède tout ça et chacun arrive à le réguler tant bien que mal. Tant bien que mal. Et que voilà, donc. Et en même temps, peut-être que c'est une exception, les démocraties, les pays où les gens ont un peu plus d'autonomie, c'est quand même une exception que la plupart de la planète obéit à des lois, à des dictatures. Et dans une partie de cette planète, il y a aussi des totalitarismes où chaque comportement le plus précis, le plus petit, est complètement régi par des lois religieuses. Donc, et ça laisse de moins en moins de liberté ou d'autonomie à la personne dans sa façon de boire, de manger ou de dormir. Elle doit faire beaucoup de pratiques pour pouvoir être comme un robot qui fonctionne. Oui, absolument. Je vais continuer le texte d'Einstein et il nous dit comme ça. Je n'ignore pas que l'agressivité humaine se manifeste également sous d'autres formes et dans d'autres conditions. Par exemple, la guerre civile, autrefois causée par des mobiles religieux, aujourd'hui par des mobiles sociaux, la persécution des minorités nationales. Mais c'est à dessein que j'ai mis en avant la forme du conflit la plus effrénée qui se manifeste au sein des communautés humaines, car c'est en partie de cette forme
qu'on décèlera le plus facilement les moyens d'éviter les conflits armés. Il parle de la guerre. Donc, l'agressivité humaine se manifeste sous beaucoup de formes, dit-il, mais le conflit le plus effréné, c'est la Première Guerre mondiale, pour lui, à ce moment-là, va se manifester et va nous permettre peut-être de trouver les moyens d'éviter les conflits armés. C'est-à-dire que si on étudiait d'une autre façon les guerres, pas de la façon dont on les étudie aujourd'hui, pratiquement tout le monde étudie les guerres dans un contexte géopolitique. Hein, mais dans un contexte humain, ça serait peut-être plus intéressant que dans ce contexte géopolitique. C'est difficile, hein, ça pose un problème, parce que les guerres, c'est finalement des blocs qui sont l'un contre l'autre. Et quand on parle de blocs, il y a quelque chose de très anonyme. Donc, rentrer dans quelque chose qui n'est plus anonyme, mais qui est de l'ordre de l'humain à l'intérieur de ces blocs qui s'affrontent, c'est une drôle de gageure. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Disons que c'est pratiquement impossible, en tout cas en ce qui concerne la thérapie. C'est-à-dire qu'effectivement, des individus qui s'opposent à la guerre de façon dans une société sont valeur nulle contre cette guerre. Donc après, c'est plutôt de la prévention. C'est-à-dire qu'effectivement, l'idéal serait qu'il y ait une prise de conscience qu'on peut peut-être, par une éducation plus équilibrée ou une compréhension plus fine de toutes les processus, éviter ça. C'est souvent mis de côté, c'est-à-dire qu'on n'en parle que presque comme des faits héroïques en histoire, mais on ne rentre pas dans la prévention, dans l'éducation, on rentre rarement là-dedans. Mais une fois qu'on est déjà dans le process comme maintenant, par exemple sur cette guerre-là qu'on est en train de vivre, tout est fait, tout est joué déjà. C'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'à faire parler les armes. On ne peut plus faire parler les humains. Oui, parce qu'il y a aussi la puissance et le pouvoir des masses qui n'ont rien à voir avec le pouvoir des individus. Et la masse, elle a de nombreux avantages au niveau individuel. Lorsque l'individu se situe au niveau d'une masse, il se décharge complètement de tout ce qui pouvait le culpabiliser intérieurement, et c'est la masse qui le porte. Alors jusqu'à décharge de la masse, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'elle cesse de fonctionner, il est complètement pris en charge. Donc le problème, c'est comment réguler ou comment éduquer une masse dans le bon sens. Et est-ce qu'une masse est éducable? C'est aussi une question. Ouais. On est là finalement face à quelque chose qui est pratiquement insoluble. Parce que on a quelque chose qui s'appelle la guerre. Et finalement, la guerre, c'est très anonyme. La guerre, c'est quoi? C'est des gens qui se battent, des groupes, des pays qui se battent, des masses de gens. Ça veut dire quoi? C'est quoi des masses de gens? Alors, on remarquera que pendant la Première Guerre mondiale, et je reviens sur mon idée de sondage au début de la guerre et au milieu de la guerre, la masse qui existait au début de la guerre n'est plus la masse qui existe dans la deuxième partie de la guerre. Il y a une individualisation du soldat qui se passe à partir de 1916 et 17, et plus ça va, plus le soldat va s'individualiser, ce qui va d'ailleurs entraîner des exactions. Par exemple, quand Pétain fait exécuter des soldats qui sont réticents au combat, et ça se passe dans toutes les armées, ou que les Russes, les soldats dans la soviétiques, dans la deuxième armée, derrière, il y a les politrucs qui tirent sur les soldats qui ne veulent pas aller au combat. Hein, on voit là l'émergence de quelque chose
qui sort l'individu de la masse. Et ça, c'est toujours dû à des traumatismes, à quelque chose. Non, c'est l'individu qui est déjà sorti de la masse. C'est Oui. parce qu'il est sorti de la masse qu'on le punit Il sort de la masse. Il sort de la masse par le trauma. C'est le traumatisme qui fait sortir de la masse. Parce qu'il se dit, j'en ai marre de me battre, j'en ai marre de ça. Je veux changer les règles du jeu. Et donc, comme il sort de la masse pour retrouver son individualité, on l'abat. Oui, oui, Gérard. Moi, j'aimerais bien montrer qu'il y a aussi la notion de plaisir et de plaisir collectif et de plaisir partagé de façon instantanée avec tout le monde. Ça veut dire que dans une manifestation, les gens qui manifestent, ils sont exaltés. Et j'ai jamais vu d'exaltation aussi forte que dans les meetings de Hitler, ou voire même, je veux dire, dans les manifestations qui sont en Iran ou ailleurs, dans les processions religieuses où les gens ils vont jusqu'à se faire mal pour trouver le plaisir religieux qu'ils vont découvrir à l'intérieur, parce que les gens sont illuminés par ça. Et donc, le plaisir, il doit y avoir du plaisir comme il y a du plaisir dans le pouvoir, le plaisir. Et aussi, c'est une façon de retrouver un plaisir qu'on n'arrive pas à gagner tout seul. On le gagne par la masse. Oui. Et il y a une décharge dans la masse, il y a une décharge de l'individu dans la masse. Comme l'a dit tout à l'heure Claude, les gens se déchargent de leur culpabilité, de leur responsabilité dans la masse. C'est la masse, c'est plus moi. Et ça donne une notion, ça peut donner effectivement une notion de plaisir, c'est-à-dire d'allègement. Comme je suis plus responsable, eh ben, c'est la masse, c'est anonyme. Alors ça va, ça me convient. Il y a cette libération à l'intérieur de la masse qui fait que les choses se passent. Je suis là, mais c'est en dehors de moi finalement. C'est pas moi. C'est moi sans être moi. C'est-à-dire, c'est plus un phénomène d'individualité, mais un phénomène de collectivité. Il y a une citation qui dit pour unir un pays, donnez-leur la Coupe du Monde ou une bonne guerre. Ce qui est vrai. Mmh. C'est vrai. Oui, tout à fait vrai. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ou un ennemi commun. Oui, un ennemi Comme commun. Israël, par exemple. Oui, absolument. Et la réponse de Freud, je ne vous la donnerai pas aujourd'hui, parce que la réponse de Freud, elle reprend beaucoup des thèmes d'Einstein, mais avec d'autres connotations. Et la prochaine fois, nous allons voir, je vais faire un arrêt. Je n'apporterai pas la réponse de Freud au prochain cours, mais j'apporterai un texte, puisque ça sera Yom HaShoah, j'apporterai des textes de Browning, qui est un historien et qui a traité un groupe de police pendant la Deuxième Guerre mondiale qui a fait des exactions en Europe de l'Est. Un groupe de police, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas des soldats, mais des citoyens, des réservistes qui n'avaient jamais fait la guerre, qui n'étaient pas aptes à la guerre et qui ont massacré dans des proportions inimaginables des gens. Et Browning s'est attelé à comprendre ce qui s'est passé là. Et donc, c'est ce que nous allons voir la prochaine fois, le 6 mai, et essayer de comprendre un petit peu ce que nous dit Browning, parce que Browning n'a pas été, bien qu'il soit historien, n'a pas abordé le problème sur le plan purement historique, mais sur le plan humain. C'est-à-dire, il a fait de la petite histoire, comme un peu Marc Bloch faisait de l'histoire, c'est-à-dire en passant par, vous savez, par la petite fenêtre de l'histoire, pas par la grande fenêtre, pas par les grandes évidences de l'histoire, mais par l'intérieur. Et on va essayer de comprendre un petit peu plus ce que ça nous donne. Et ensuite, la fois d'après, on reprendra
la réponse de Freud à Einstein. Alors, je déroge un peu du déroulement de cette conférence pour pouvoir joindre Yom HaShoah avec le texte de Browning. Est-ce que, Rafi, est-ce que c'est par rapport au livre qu'il a écrit, Des hommes ordinaires? Oui, oui, absolument. On va étudier des textes des hommes ordinaires, qui est un livre extraordinaire. Quand je l'ai lu, j'ai frémi. J'ai vraiment frémi. C'est terrifiant ce qu'il décrit là-bas. C'est un grand livre d'histoire. Un grand livre d'histoire, mais d'histoire humaine, l'histoire de l'homme, de cette capacité que l'homme à devenir une machine à tuer et de comprendre un petit peu ce qui est dit là-bas. Voilà. Alors, je vais vous remercier. Merci à vous. La semaine prochaine, il n'y aura pas de cours puisque c'est la veille de Pessah, hein, la veille de la fête. On se revoit donc, si je ne m'abuse, qu'est-ce que j'ai dit? Le 6 mai, non? 6 mai. Ça. Le 6 mai, oui. Le 6 mai, on se revoit à 12h30, Yom HaShoah. Je vous souhaite bonne fête et que tout aille bien. Et j'espère qu'on aura de meilleures nouvelles d'ici là. Amen. 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 Salam les koulam. Avec sa mère. Avec sa mère. Avec sa Oui, mère. les Raphaël, koulam. tu peux nous envoyer des textes avant. J'enverrai tout, bien entendu, je vais envoyer. J'enverrai les Parce que films. là, j'avais pas les textes. J'avais mais pas les textes. je les avais envoyés, hein, ces textes-là. Je ne les ai pas reçus, ceux d'Einstein, là. Bon. Alors, parce que j'arrive pas bien à lire sur l'ordinateur. En Et fait. oui, ben, j'essaierai d'envoyer, ok. Merci. Merci. Bonne fête. Bonne fête. Bravo pour